Bonjour les amis, bienvenue dans la guerre culturelle, votre émission culture et philosophie présentée par Gary Lasky, c'est-à-dire moi-même. Et aujourd'hui, nous allons essayer de parler d'un sujet qui vous plaira peut-être, peut-être pas. Je n'en sais rien. Il s'agit de monarchie et République. Alors, j'ai songé à ce billet en discutant avec deux personnes aux vues naturellement très différentes. Le premier est un militant monarchiste et le second est un ami à moi de longue date qui est un intellectuel communiste qui s'appelle Agustin Kosowski. Voilà. Et qui a écrit ce livre d'excellente facture. C'est le livre qu'il a issu de sa thèse qui s'appelle Les sciences sociales face à la crise. Donc, ça faisait des... Pardon. J'ai commencé à lire son livre parce que c'est un ami. Et puis, je lis son livre. Et son livre parle moins finalement des sciences sociales elles-mêmes que de ce qui s'est passé en Yougoslavie en fait pendant les années un peu sombres, c'est-à-dire la crise qu'a vécue la dissolution yougoslave qui s'est passée en gros entre 80 et 95 à la mort de Tito. Ça fait Tito, c'est celui qui a unifié, qui a vraiment réussi l'unification morale de la Yougoslavie en la libérant du nazisme quasiment à lui tout seul. Avec ses troupes, mais donc voilà, c'est Josip Broz, je sais pas qu'on dit, Josip Broz, bref, un dirigeant dirigeant croate de la Yougoslavie, qui était en gros le grand dirigeant du pays. Qui avait réussi à instaurer une certaine prospérité, à un peu avoir tant son indépendance vis-à-vis de l'OTAN que vis-à-vis de l'Union soviétique. Et c'était un petit peu aussi un modèle, tant pour l'Europe centrale que pour l'Europe du Sud, Yougoslavie étant entre les deux. Et donc, quand j'ai lu son livre, je trouvais que c'était très intéressant, parce que, en fait, dans l'hégélianisme, qui est ma doctrine fondamentale, les sciences humaines, particulièrement la philosophie, les sciences humaines sont le miroir d'une société, un miroir d'une nation, d'une civilisation. Et donc là, on voit que la sociologie, notamment en Yougoslavie, était ce miroir-là. Alors bien sûr, c'est une sociologie marxiste, mais elle est le miroir de cette société, elle est la façon dont la société se pense. Et la société yougoslave avait essayé d'aller vers une certaine utopie, que par exemple nous envie un petit peu les libertariens, qui séduit un petit peu les libertariens, c'est-à-dire l'utopie de l'autogestion. Alors bien sûr, il y a une autogestion qui est très à gauche et une autogestion qui est très à droite, mais dans les deux cas, il s'agit d'autogestion, c'est-à-dire de démocratie locale, c'est-à-dire d'autonomie locale, et donc et aussi de se débarrasser un petit peu du poids de l'État. Et là-dessus, la Yougoslavie est arrivée pendant un certain temps à remplir ses objectifs, sauf que dès les années 70, quoique avec un petit peu de retard, parce que c'est un pays qui reste assez autonome, au début du moins, la Yougoslavie commence à subir le contre-coup des 30, ce que nous on a appelé les 30 glorieuses, c'est-à-dire de la réindustrialisation européenne, du miracle européen. Et donc, face à une mondialisation qui commence à se mettre en place, la Yougoslavie est un pays qui est de plus en plus périphérique et qui va devenir complètement satellite en fait dans
dans l'économie mondiale, comme c'est un pays qui était déjà assez satellite dans l'histoire mondiale. Hein. Donc voilà, Yougoslavie, c'est un peu ce pays qui n'est ni l'Europe occidentale, ni l'Allemagne, ni l'Italie, ni la Russie, donc qui se retrouve dans un ensemble où en fait coexistent tout un tas de peuples qui, par eux-mêmes, n'arrivent plus à avoir un rôle historique et qui n'ont un rôle historique que en tant qu'ils résistent ou en tant qu'ils collaborent avec de plus grandes puissances. C'est tout le problème de l'Europe centrale et orientale. Et donc on a cette Yougoslavie qui n'arrive pas à s'adapter. Donc certains vont rester, certains intellectuels vont coller au marxisme, d'autres vont devenir libéraux à la sauce américaine. Mais qui se rendent compte qu'en fait, il y a une, il y a une, la dissolution de la Yougoslavie, c'est aussi une dissolution qui est intellectuelle, hein, c'est pas seulement une dissolution qui est physique, qui est politique, qui est guerrière, hein, mais elle s'accompagne aussi de guerres qui sont extrêmement violentes, où des amis d'hier se retrouvent à s'assassiner entre eux, hein, c'est quand même des choses un peu difficiles à vivre, surtout sur un continent qui jure depuis un siècle qui sera l'incarnation même de la paix. Euh, donc la Yougoslavie se dissout, les identités se durcissent, et finalement le modèle qui en ressort, c'est ce qu'on appelle l'ethno-nationalisme. Et je me souviens d'une chanson d'une militante de gauche contre le parti dit d'extrême droite en Autriche, qui disait, elle reprenait une chanson anti-tsariste, et elle disait nous ne voulons pas d'un État ethno-national. Moi, j'avais pas trop compris cette revendication, parce que je ne suis pas, quoique ma famille soit d'Europe orientale, je n'y vis pas, donc je ne comprenais pas ce que signifiait cette revendication dans ce contexte-là. Et en fait, c'est vraiment une grosse difficulté que pose en fait l'ethno-nationalisme, c'est-à-dire que d'un côté, en fait, les ethno-nationaux, c'est-à-dire ceux qui considèrent que l'appartenance à la nation est une appartenance qui est seulement ethnique, seulement génétique, d'accord, et que de cette appartenance génétique découle, procède une appartenance culturelle, c'est-à-dire la culture est le résultat uniquement de la génétique. Ça permet de créer des délimitations géographiques et des délimitations culturelles très fortes. D'accord ? C'est la garantie de la pérennité de l'État, mais c'est aussi la garantie de la pérennité de l'État dans un État réduit. C'est-à-dire que, on l'a vu avec la Yougoslavie, la Yougoslavie était une nation, c'est la notion des Slaves du Sud, donc des Slaves de l'Europe méridionale, mais cette Yougoslavie est, en tant que nation, en fait, c'est dissoute en autant de petites nations qui, aujourd'hui, ne comptent plus du tout au niveau international. C'est-à-dire que la Serbie ne compte plus, la Slovénie ne compte plus, la Bosnie jamais compté, la Croatie non plus, bref. Alors bien sûr la Croatie est arrivée en finale de la Coupe du Monde, mais quand on sait ce que signifie le football, le football c'est surtout devenu un abêtissement généralisé des masses. Donc voilà, l'exploit sportif n'est plus tellement là, c'est surtout un jeu d'argent. Donc oui, que certaines parties de la Yougoslavie s'en sortent à droite à gauche, ça ne ramènera pas le pays, ça ne ramènera pas aussi une nation qui était capable en fait de profiter d'apports extérieurs, d'intégrer des apports extérieurs par son importance intrinsèque. Et donc de pouvoir en fait exister dans le concert des nations. Et cet éparpillement, cette dispersion des nations déjà existantes en toutes petites entités ethno-nationales,
parce que la France pourrait demain être découpée, on pourrait lui enlever demain l'Alsace, demain la Bretagne, demain le Pays Basque, demain la Corse, enfin, voilà, et puis même pourquoi pas la Provence, enfin voilà, et de la Normandie, enfin voilà, on pourrait continuer à découper la France indéfiniment jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien, en soulignant que chaque région en fait a sa propre identité culturelle, hein, et en considérant que cette identité culturelle est une identité nationale. Alors bien sûr, ce serait un petit peu abusif au début, mais c'était le cas au Moyen-Âge. Hein. On considérait qu'il y avait une nation picarde, qu'il y avait une nation normande, qu'il y avait une nation auvergnate. Donc voilà, la France étant à l'époque moins unie culturellement, il semblait assez évident que les différentes régions étaient parées d'identité de rang national, et que, et que et c'est un petit peu ce qu'a essayé de faire l'Union européenne en favorisant le découpage en régions, qui est l'équivalent des Länder allemands. Voilà. Donc c'est vraiment un danger que pose l'ethno-nationalisme, parce que l'ethno-nationalisme, c'est la réduction, en fait, c'est la réduction d'une nation à des éléments, à un strict marquage ethnique, et l'interdiction de pouvoir être autre chose qu'elle-même, et surtout le risque aussi de devoir sans arrêt prouver qu'elle est elle-même, et de devoir lutter contre cette dissolution intérieure, contre la revendication permanente de la nationalité intérieure. Parce que quand on voit que le Monténégro est une nation, on se dit que le Poitou-Charentes pourrait aussi en être une. Voilà, parce que, bon... Et pour moi, le Poitou-Charentes a certainement une identité et une culture beaucoup plus riche que le Monténégro. Hein. Donc il faut voir ça aussi. Après, le sentiment d'unité des Français, qui s'est retrouvé, enfin, qui est le propre des gouvernements monarchiques et républicains, ce sentiment pourrait demain être complètement en chute libre, comme il est déjà en chute libre même chez certains... droitards, comme on dit, certaines personnes qui sont très à droite, et qui considèrent que la seule véritable identité aujourd'hui, c'est l'identité européenne. Donc c'est prendre le parti de la France purement ethnique, hein, en étant un gage de solidité, et pas tant un gage de solidité que ça, tant au niveau économique qu'au niveau de la doctrine politique elle-même. Alors, aujourd'hui, en France, ce marquage ethnique est de deux sortes. Hein. Cette tendance ethno-nationaliste se manifeste cette tendance ethnique se manifeste de deux façons. Il y a une tendance européenne, hein, avec tous ceux qui sont pour le triomphe de la culture européenne. Donc ça me paraît assez dangereux, parce que voilà, c'est finalement céder à cet universalisme pseudo-occidental qui en fait consiste essentiellement à dire oui à ce que les États-Unis nous donnent, et à oublier notre propre culture, notre propre spécificité, notre propre singularité. Donc moi je suis je n'apprécie pas du tout cette droite ethnique, cette droite, enfin j'apprécie pas du tout l'européisme ethnique. Ça me paraît être, même si je considère que l'Europe est un continent de blancs, de sources judéo-européennes, grecques et latines, hein, ça c'est vraiment pour moi important de le souligner, et je pense qu'on peut se sentir européen que si on comprend ça, mais néanmoins, je ne considère pas que ça fait une identité politique. Et je ne vois pas d'identité politique dans l'identité purement ethnique européenne, très large, très universaliste. Je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Je reste toujours dans la pensée voilà,
quelqu'un qui est né en France d'origine africaine et qui est française, et qui adhère à la nation française et à ses idées, qui mange français, voilà, qui apprécie la culture française, qui transmet la culture française à ses enfants, est incomparablement plus français que n'importe quelle personne d'Europe de l'Est ou de n'importe quel endroit d'Europe qui demain arriverait ici et dirait oui, enfin, on fait tous partie, enfin, toi et moi, enfin, le français. Enfin, ce français d'origine africaine est plus proche de n'importe quel autre français qu'un Européen, en fait. Donc il y a aussi il y a aussi le partage, en fait, le partage d'une nation, le partage d'un sentiment national. Voilà. Sauf que la question que posent les nationalistes ethniques, donc, qui sont un peu plus rigoureux intellectuellement, les nationalistes ethniques, les ethno-nationaux, que les ethno-européistes, si on peut dire, c'est qu'en fait, une nation n'existe que parce qu'il y a une cohérence ethnique, et qu'à partir du moment où il y a une cohérence ethnique, c'est la base de la solidarité nationale. Sans cohérence ethnique fondamentale, en fait, on se sent forcément différent des autres, et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aux États-Unis, il n'y a pas réellement de sentiment social national. Le nationalisme, enfin, le patriotisme, c'est que le drapeau, et pour le reste, les gens ne se sont pas vraiment proches des uns des autres parce que ils sont proches que des gens qui leur ressemblent. Alors c'est une bonne critique, et la question, c'est que c'est de voir aussi pourquoi, moi j'essaie de réfléchir en tant que républicain, pourquoi il y a une résurgence de la pensée monarchique, et quels peuvent être ses arguments, et pourquoi elle regagne du terrain maintenant. En fait, moi je pars, pour ma part, hein, je pars souvent de l'opposition très machiavélienne de Nicolas Machiavel, un penseur et philosophe italien du XVIe siècle, hein, qu'on fait passer pour le diable, hein, Old Nick, comme on dit, alors que Machiavel était certainement le penseur politique le plus honnête qui ait jamais été. Il dit les choses telles qu'elles sont. Malheureusement, ça a jamais tellement plu à l'Église et aux dirigeants européens, qui ont préféré que le peuple soit pas trop au courant des crasses qu'implique le pouvoir, et qu'il reste un petit peu dans cette fiction médiévale du bon prince. Voilà. Donc, d'où la mauvaise réputation de notre ami Nicolas Machiavel. La question, c'est que la monarchie, elle s'est développée en fait dans l'idée de gagner l'intégrité du territoire. Je parle de la monarchie française, hein, c'est-à-dire la monarchie qui est la plus juste du point de vue historique. Il y en a d'autres, hein, on pourrait prendre d'autres exemples, mais je pense que quand Norbert Elias, sociologue allemand, parle spécifiquement de la civilisation européenne à travers le processus de monopolisation, de monopole politique de la monarchie française. Il ne prend pas cet exemple de nulle part, Norbert Elias. Hein, donc, sociologue allemand du XXe siècle. C'est vraiment la monarchie française qui fait ce travail de raffinement de la population, qui fait ce travail de développement culturel, qui fait ce travail de monopolisation du pouvoir, de centralisation des forces politiques, et donc du fait que justement une politique peut se créer sans se mettre des coups de couteau. Voilà. À la place, on bâtit des palais, on donne de l'argent à des artistes, on promeut l'art, on promeut la culture, on promeut la pensée, et on arrête d'assassiner des gens. Voilà, on arrête de s'entretuer. Ça, c'est un petit peu le processus de civilisation. Il y a 2 tomes chez Norbert Elias, je crois que c'est... vous retrouverez. Moi, celui que j'ai vraiment potassé, c'est
c'est la dynamique de l'Occident, parce que c'est incroyable, c'est pas toujours facile à lire, c'est un peu dense, mais c'est vraiment passionnant comme livre. Donc, si vous devez lire dans votre vie qu'un seul ouvrage de sociologie, lisez celui-là. Voilà, La civilisation des mœurs, c'est un peu moins de guerre, c'est un peu moins marrant, mais, la dynamique de l'Occident, c'est quand même très très bien. Donc c'est la dynamique de l'Occident, c'est la dynamique de la France. Hein. Voilà, faut le savoir. Hein. C'est sur Internet. Hein. Donc voilà, donc ça c'est... sauf que la monarchie française, elle a permis, l'intégrité du territoire, de la formation de l'État-nation. Donc ça a été vraiment un mouvement unificateur. Après est arrivée la civilisation industrielle, et c'est pour ça que s'est développé ce qu'on a appelé la République. Alors, la République, bon, vous allez me dire, oui, la République, c'est le mal, etc. Oui, c'est vrai que ce qu'elle est devenue n'est pas terrible. Après, ce qui était devenu la monarchie au XVIIIe siècle, c'était pas terrible non plus. Donc, chaque régime a ses petits coups de mou. Et les coups de mou peuvent être très longs quand il n'y a pas de réforme institutionnelle de taille. Donc, malheureusement, comme, comme je le partageais avec un copain, malheureusement, quand vous voulez changer les élites, on passe tout de suite à la barbarie. Hein. C'est l'exemple stalinien. Hein. Le remplacement des élites ne se fait pas dans la douceur. Donc voilà. Donc si demain vous voulez remplacer les élites, ça m'étonnerait que vous soyez beaucoup plus moraux que le bon Joseph Staline. Ça, il faut se regarder dans une glace. Hein. Donc voilà. On se moquait des trotskistes qui disaient qu'ils allaient pendre le dernier curé avec les boyaux du dernier patron, mais je connais beaucoup de gens qui ont des désirs à peu près similaires sans partager les mêmes convictions. Donc, permettez-moi de vous le dire. Donc voilà. Donc la République, elle permettait, en fait, dans la société industrielle, c'est une société industrielle qui a besoin d'être mobile. C'est ce qu'on appelle la société. J'en ai déjà parlé dans le podcast que j'avais consacré à Tatiana Ventose. Ce qu'il faut dans une société industrielle, c'est la mobilité des compétences, c'est la transmission des compétences, c'est la formation, c'est la mobilité géographique aussi. Donc, pour pouvoir activer au maximum les capacités industrielles de la nation et aussi ses capacités organisationnelles. Donc, ce qui se passe, c'est que la République a permis ça. Elle a permis cette optimisation de l'individu pour la République, par la liberté. Chacun, par sa liberté, peut donner le maximum à la République parce qu'on lui laisse faire ce en quoi il est le meilleur. Donc ça, c'est le principe républicain. Et ça s'est manifesté en très gros par ce que j'appelle le design, c'est-à-dire l'art utilitaire. L'art utilitaire a permis de donner forme à la nation, de donner forme au monde, qui est la nation, à notre monde extérieur, à notre environnement, qui est la nation. Donc ça a été une réelle avancée, ce qu'on a appelé l'aménagement du territoire, même si depuis après-guerre, il s'est trouvé extrêmement laid, parce qu'on a vécu sous une domination technocratique. Néanmoins, tout ce qui avait été fait avant était plutôt à mettre au crédit de la gloire, à participer de la gloire de la République. Ce qui s'est passé, c'est que on se retrouve dans une situation un peu différente, où l'idée même de la République devient contestable. Pourquoi ? Déjà parce que la migration de masse et l'apparition d'une nation conquérante et belliqueuse à l'intérieur du territoire français, qui volent carrément des parties internes du territoire français, ce qu'on appelle les zones de non-droit, désormais, de façon un peu trop pudique à mon goût. Ça remet en question l'intégrité du territoire et l'intégrité de l'État-nation. Et là-dessus, la République, elle n'arrive pas empêtrée un peu dans ses principes universels. La République peut bien considérer que le national-socialisme est une doctrine trop intolérable pour être tolérée, d'accord, mais comme elle a réussi jusqu'ici à supplanter les prétendues religions antérieures, elle a du mal à considérer qu'une religion qui a à peu près une prétendue religion qui a une secte qui a à peu près les mêmes finalités que le national-socialisme, c'est-à-dire l'assassinat
l'assassinat des juifs, des homosexuels, la soumission des femmes, la destruction des athées, la conquête du monde, d'accord ? Prenons juste ces 5 points-là, qui sont à peu près les mêmes dans la religion incriminée que dans le nazisme, dans le national-socialisme. La République n'arrive pas à accepter en fait que ces positions intolérables, elles doivent cesser de les tolérer, parce que la République, par principe, se considère au-dessus des religions. Et donc ne peut pas considérer qu'une religion soit fondamentalement plus qu'une simple nuisance. C'est la question des sectes. C'est pour ça que lorsqu'une religion est problématique, on l'appelle une secte. Or, elle n'imagine pas avoir une secte qui lui arrache des pans entiers du territoire. Et ça, c'est un défaut dans la carcasse républicaine, et je suis obligé de l'admettre en tant que républicain, que c'est un très très gros défaut dans la carcasse républicaine, qui fait qu'aujourd'hui, la tentation ethno-nationaliste sous la forme monarchiste revient au goût du jour. Et il y a aussi un autre point sur lequel je voudrais revenir, c'est la question de la stagnation sociale. Alors, déjà, avant, parlons un petit peu de la tradition, parce que en fait, le problème de la République, c'est que la République s'est révélée depuis 80 ans un mouvement quasiment futuriste. C'est un mouvement de modernisation accélérée, de modernisation permanente, et donc parfois de destruction du passé. Alors, sous prétexte qu'on a conservé le patrimoine, on s'est donné encore plus l'attitude parfois de détruire le passé, de détruire la tradition, de marcher sur la tradition. Et pour vous dire un peu, donc le futurisme, c'est un mouvement de design, d'art utilitaire du tout début du XXe siècle, qui est apparu dans des pays qui étaient assez en retard, qui était la Russie tsariste et l'Italie monarchiste du début d'avant la Première Guerre mondiale. Et ce mouvement futuriste, en fait, était pour la modernisation à tout prix, quitte à détruire complètement le passé. C'est un mouvement qui était à la fois nihiliste et à la fois d'avant-garde. En fait, c'était une avant-garde nihiliste. Et c'est un mouvement qui a une très grande importance, surtout dans ces énormes pays culturels qui étaient déjà la Russie et l'Italie. Mais c'est par exemple que vous avez Marinetti qui disait dans son manifeste du futurisme une automobile qui avance à fond comme si elle courait sur la... Enfin, qui roule à toute vitesse comme si elle courait sur la mitraille est plus belle que la victoire de Samothrace. Bon, je suis allé au Louvre l'autre jour, j'ai vu la victoire de Samothrace, qui est une statue de l'époque hellénistique. Il faut vraiment que ce soit une très belle Bugatti et qui roule à fond pour pouvoir se comparer à la beauté de la victoire de Samothrace, parce que c'est quand même une statue absolument incroyable. Donc c'est vraiment c'est une de ces œuvres d'art où t'as les larmes aux yeux, quoi. Tu te dis bon, il y a des gens qui ont fait ça, quoi. Il y a des gens qui ont fait ça. Qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. Voilà, on se sent devant une telle œuvre d'art, on se sent rapidement un peu quantité négligeable. On sent pas grand chose, quoi. Donc d'ailleurs on n'est pas grand chose. Voilà. Il faut la voir, faut voir la victoire de Samothrace, et quand tu la vois en vrai, ça te remet les idées au clair sur ce que t'es, sur ce que tu fais dans la vie, voilà. Ça c'est pas mal, c'est une expérience à faire. Et donc Marinetti nous disait il y a un moment on en a marre, et c'est vrai qu'en Italie, l'Italie est un pays extrêmement conservateur, extrêmement passéiste, et où il y a très fort l'idée qu'on fera jamais mieux que la Renaissance, on fera jamais mieux que l'Empire romain. Donc ça c'est très très compliqué pour les Italiens, qui sont très imprégnés de cette culture mi-traditionnelle, mi-nihiliste. C'est assez particulier à l'Italie, alors que la France a beaucoup plus facilement embrassé la modernité. À tort, quand on voit l'agriculture italienne et l'agriculture française, on se dit que voilà, on a quand même des leçons à tirer de nos frères italiens. Mais du coup, le manque de tradition qu'il y a dans une France qui s'éloigne de plus en plus de son terroir, qui est une France de plus en plus aseptisée, culturellement faible, où le niveau culturel s'effondre, le niveau intellectuel s'effondre, c'est la tradition. Et c'est ça aussi qu'incarne la monarchie. C'est-à-dire que la République, la République, elle a résisté à l'Allemagne, elle a résisté
national-socialiste, mais le plus grand fait d'armes de la République, c'est d'avoir justement d'être resté démocratique en ayant réussi à conquérir une autonomie impériale dans le monde par son impérialisme. Et la question, c'est qu'aujourd'hui, cet argument moral, sous la force de l'impérialisme américain, anglo-saxon, qui se prétend être très supérieur moralement, fait pas le figure. Et c'est c'est devenu très difficile de soutenir ça publiquement. Et du coup, la République a plus trop d'arguments à avancer, alors que la monarchie, avec justement la plupart des restaurations républicaines, celle de Notre-Dame, il y aurait beaucoup à dire, donc on va laisser. Mais de la plupart des monuments. La plupart des monuments précédents, hein, parce que la République fait ça, la République considère quand même que le patrimoine français, ça reste la France. Hein. Faut pas non plus, là-dessus, faut lui rendre ce qu'elle mérite. Et donc ça aussi relève l'idée monarchiste. Ça relève aussi l'idée monarchiste. C'est-à-dire quand on voit Versailles, quand on voit les Invalides, quand on voit toutes les splendeurs que nous ont laissé la monarchie, telles qu'elles sont réenluminées par la République, on se dit que la monarchie, c'était quand même un socle. C'était quand même un socle. Et que derrière la monarchie, l'idée catholique, l'universalisme catholique, catholique veut dire universel, hein, Catholicos, donc en descendant le tout, hein, donc en traversant le tout, donc universel, et donc voilà, on essaye de retrouver un socle commun à la France, et on essaye aussi de dire que si la République, enfin, il y a aussi un rejet de la religion républicaine que je comprends, même si c'est ma religion, mais un rejet de la religion républicaine dans la mesure où on en a marre, les Français en ont marre que sous le prétexte d'être l'exemple phare du monde, on fait toujours passer les intérêts des autres avant les nôtres. Voilà. Ça c'est un problème moral que la République traîne aussi avec elle et qui reste aujourd'hui un point en faveur de la monarchie. Alors, moi, il y a quelque chose... moi, le point qui me frappe le plus en faveur de la monarchie contre la République, c'est la question de la stagnation sociale. C'est-à-dire que la République étant un régime industriel, enfin, la République française depuis... nouvelle, hein, c'est-à-dire pas celle de l'Empire romain, pas celle de Jules César et de Vercingétorix, la République française depuis la Première République, c'est-à-dire depuis la Convention, durant la Révolution française, c'est aussi un régime de mobilité sociale, et donc, et comme je l'ai dit, de production de l'environnement, d'art utilitaire. Et aujourd'hui, on voit que ce qui prévaut dans cette société post-industrielle, cette société numérique, qui garde un socle industriel, mais qui est aujourd'hui une société du subtil, de l'information, c'est qu'en fait, l'industriel, c'est le tout venant, c'est-à-dire c'est ce qui vient de Chine, c'est ce qui est finalement bon, c'est ce qui est comment dire facilement accessible, hein, notamment avec les plateformes en ligne. Et puis de l'autre côté, il y a une appétence pour l'artisanat. Il y a une appétence pour le forgeron, il y a une appétence pour l'objet qui va se conserver pendant des années. Je vous incite à l'occasion à aller au salon du couteau, par exemple, ou dans les salons d'artisanat. J'en ai fait pas mal quand vous intéressez aussi un peu au jeu de rôle. Le jeu de rôle est très lié aussi à l'artisanat, et pas que pour la fabrication des jeux, hein. Donc il y a aussi une volonté d'aller voir l'artisan, d'avoir un souvenir merveilleux, d'avoir le sentiment de consommer un objet qui soit unique, d'accord, d'avoir quelque chose d'unique entre les mains, et puis même quand on va chez le coiffeur, on dépense de l'argent chez le coiffeur, c'est pour avoir une coupe qui nous convienne. Donc il y a cette remise en valeur de l'artisanat qui est aussi d'autant plus qui est devenue
d'autant plus faisable, si j'ose dire, que l'industrialisation peut se faire dans des mesures réduites, et qu'aujourd'hui, la frontière, que la frontière qu'il pouvait y avoir entre design et artisanat, entre art utilitaire et artisanat, commence à se brouiller. Et ça, c'est assez significatif. C'est-à-dire que, lorsque vous avez... lorsque, par exemple, vous commencez à faire des macarons excellents, imaginons, comme certains artisans les font, il est aujourd'hui beaucoup plus simple de trouver des appareils bien calibrés, bien réglés, avec des gens qui sont compétents, pour pouvoir augmenter votre production dans des proportions industrielles. Ce qui n'était pas forcément possible avant. Voilà, parce que si on en restait à l'artisanat pur, les économies d'échelle étaient tout de suite beaucoup plus compliquées à mettre en place. C'est ça un peu. Et donc voilà, on revient vers un monde en fait de l'unicité. On revient vers un monde de l'objet apprécié pour être unique. On revient vers un monde de la stagnation sociale, euh, de la finition, de la singularité, du travail sur mesure, en fait de la recherche du dépassement de la simple industrialité, de la simple condition industrielle, et qui correspond finalement assez avec cette tendance monarchiste. Alors, il suffirait quelque part... Enfin, parce que le problème de l'ethno-nationalisme monarchique français, c'est qu'il est aussi très attaché aux lignées. Et non seulement il est attaché aux lignées monarchiques, qui comptent des personnages qui à mon avis, sont juste pas compétents, et puis même dont les prétentions à atteindre le pouvoir n'ont rien de réaliste. Hein. Moi, je ne suis ni un sectataire du grand monarque, ni un partisan du Christ roi. Hein. Enfin, voilà. Donc, non, déjà d'une part, ça me paraît compliqué, et d'autre part, le gros problème du monarchisme et du nationalisme français, déjà son manque d'universalisme interne, hein. C'est-à-dire que vous allez avoir du mal à mobiliser les capitaux et les forces intérieures pour un projet qui ne sert que les cathos, hein. C'est-à-dire pour un projet finalement néo-communautaire. Et projet néo-communautaire, c'est là tout le problème, qui est poussé par la vieille noblesse. Et vieille noblesse dont la compétence ne paraît pas nécessairement éclatante à tout niveau, et qui va vouloir obtenir à nouveau le haut du pavé. Voilà. Comme c'était encore le cas à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Donc ça, c'est aussi le gros problème qu'il y a pour moi derrière ça. C'est-à-dire que pourquoi les gens sont encore attachés à la République, hein. Je parle pas des gens je parle les gens en général. Hein. Pourquoi le peuple français est très attaché à la République? C'est parce que la République implique un minimum de remplacement des élites. Un minimum. Alors, c'est vrai que la République telle qu'elle est, elle fait plus tellement le boulot, hein, vu qu'on retrouve des dynasties à tout niveau, hein, d'accord, mais une dynastie qui sont dans le contrat social, qui sont possibles. Hein. C'est-à-dire que, normalement, la République, elle donne la possibilité à chacun de faire dynastie. Hein. C'est un de ses principes. Hein. Mais le fait de les retrouver de façon si évidente, avec tellement de plafonds de verre, tellement de blocage de l'ascenseur social, rend la question républicaine caduque. Et plus le pays va s'enfoncer dans un chaos croissant, au niveau géographique, au niveau militaire, au niveau de la simple loi et de la simple criminalité. Voilà. Plus le pays va s'enfoncer là-dedans, et plus la nécessité d'un ordre plus simple, d'un ordre plus ancien, d'un ordre plus rigoureux va se faire jour. Voilà. Donc ça, c'est aujourd'hui la tension dans laquelle nous sommes.
entre monarchistes et républicains. Et pourquoi le républicanisme s'effondre dans les nouvelles générations, c'est-à-dire qui sont de moins en moins attachés à la République, qui devient un prétexte pour les élites, un prétexte moral pour les élites pour pour s'en mettre plein les poches, alors que aujourd'hui le monarchisme croît en puissance parce qu'il incarne une continuité nationale et même ethno-nationale, qui s'ancre dans un désir réel de pérennité. Voilà, ça c'est une question que nous devrons nécessairement résoudre à l'avenir. Mais il ne faut pas oublier non plus voilà, que la radicalité, ça se paie, et que à force de trop céder aux sirènes nationalistes, nous risquerions aussi de nous retrouver complètement marginalisés en fait dans un monde qui nous évite un peu comme il évite Cuba, quoi, et que ce serait pas non plus que qu'être dans un pays qui se coupe de toute prospérité parce qu'il est devenu extrêmement hostile à tout ce qui l'entoure, implique aussi des risques au niveau géopolitique dont nous ne mesurons pas toujours toute l'ampleur. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre nettement en considération. Nous ne vivons pas tout seuls dans le monde. Et même si la France est grande, elle ne représente plus un pays aussi immense qu'elle pouvait le paraître au tout début de la révolution industrielle, il y a 2 siècles. Voilà. Voilà. Donc, là-dessus, je vous laisse méditer sur ces questions-là. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que ça se passe bien. Et je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.